Bonjour à tous, donc merci à Polaris et à Liléry de m'avoir proposé de venir vous parler des changements environnementaux en Arctique aujourd'hui. Donc ce qui nous réunit tous, c'est l'Arctique bien sûr, mais c'est surtout et avant toute chose les changements environnementaux et les implications qui expliquent l'intérêt croissant de tous ces groupes, hein, que l'on soit scientifiques, naturalistes, journalistes, politiciens, économistes, etc. Donc on parle beaucoup bien sûr de la banquise, je vais être très rapide là-dessus, vous inquiétez pas. La banquise, donc, depuis 1978, elle a perdu près de 3 millions de kilomètres carrés en l'espace de 30 ans. Donc 3 millions de kilomètres carrés, je vous rappelle que c'est quand même 6 fois la surface de la France métropolitaine. Donc c'est assez conséquent. Et puis on parle aussi beaucoup du Groenland, bien sûr, avec la calotte groenlandaise qui perd énormément de volume. Là, vous avez une carte qui montre le nombre de jours de fonte qui ne cesse de grimper avec le temps. Mais je vais arrêter là mon petit cours de climato parce que c'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des informations que j'ai recueillies auprès de tous ces gens. Tous ces gens sont des Groenlandais de la côte ouest que j'ai rencontrés en 2012 lorsque je suis partie pour une expédition scientifique qui visait à comprendre l'interaction entre l'océan et les glaciers. Donc on était à bord de ce petit bateau qui s'appelle Gambo, qui est un bateau qui fait une quinzaine de mètres de long. On a hiverné dans la banquise et en parallèle du programme scientifique, on a mis en place ce programme pédagogique où on travaillait avec la classe d'Ikerasak, donc le village dont je vous parlais, et des classes françaises. Et donc du coup j'ai eu la chance et l'occasion de vivre plusieurs mois dans le village, aux côtés de ces gens, et donc de découvrir une nouvelle dimension du problème du changement climatique, une dimension cette fois humaine. Donc Ikerasak, donc on est sur la côte ouest du Groenland, on est un peu plus de 100 km au nord d'Ilulissat, on est dans le fjord d'Umanak, qui est ici, le chef-lieu. Et Ikerasak, c'est le dernier village tout au fond du fjord, donc autant vous dire qu'on est bien isolé. On est dans un petit village donc très typique où il y a environ 200 habitants. C'est une économie qui est principalement basée sur la pêche. Donc la pêche, on la pratique soit l'été à bord de bateaux, soit l'hiver lorsque la banquise est suffisamment épaisse sur la banquise. Et il y a aussi des activités, mais plus marginales, cette fois de chasse. On chasse le phoque, donc je vous rassure, il n'est pas du tout en voie d'extinction celui-là. Et on chasse aussi le caribou. Donc contrairement à certains villages, au village inuit du Canada, le chien de traîneau reste le moyen de transport le plus utilisé. Donc on l'utilise pour le transport de passagers, on l'utilise pour aller pêcher, pour aller chasser. Donc c'est un village qui reste très très proche de ses traditions. Ici je vous ai mis une photo, j'ai pas pu m'empêcher, c'est la photo des célèbres courses de chiens de traîneau qui ont lieu en avril sur la côte ouest du Groenland. Donc vous voyez, c'est un village qui est très isolé, très proche de ses traditions. Et les gens sont extrêmement connectés à leur environnement. Les aînés du village, comme on les appelle, sont nés à Ikerasak, ont vécu toute leur vie à Ikerasak. Et donc sur l'espace de leur vie, ils ont pu observer une évolution de leur environnement. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce dont je souhaite vous parler. Ah, il y a un petit bug là. Alors, ça c'est Jens. Jens Torkelson est pêcheur, il a près de 70 ans, il a été avec Ikerasak toute sa vie. Et donc, quand on est pêcheur, qu'aujourd'hui ou il y a 50 ans, on utilise la même technique, on a un touk. C'est un bâton en bois comme ça, au bout duquel vous avez une lame en métal que l'on utilise pour taper sur la banquise et percer le trou. Donc en 2012, et c'est une moyenne pour les années plus ou moins récentes, on a une épaisseur de 30 cm pour la banquise, au cœur de l'hiver. Et Jens me disait que lui, quand il était gamin, quand il avait à peine 14 ans, il fallait qu'il saute dans le trou qu'il avait creusé pour continuer à creuser la banquise, tellement elle était épaisse. Elle faisait vers 2 mètres d'épaisseur. Donc, elle est beaucoup plus fine qu'avant, mais aussi, elle est présente sur une période de temps beaucoup plus restreinte. À son époque, donc toujours quand il était jeune, elle se formait fin novembre, et elle était praticable fin novembre, c'est-à-dire qu'elle était suffisamment épaisse pour qu'on aille dessus. Maintenant, elle est praticable début février. Donc ça correspond à quand même 3-4 mois d'écart. Donc elle est là, elle se forme plus tardivement et elle fond plus rapidement. Elle fondait à son époque vers fin mai, début juin. Et là, c'est une photo que j'ai prise depuis ma petite maison quand je vivais là-bas. On est début avril. Et là, vous voyez, on a une zone de libre qui s'est ouverte. Alors typiquement, c'est dans un détroit, donc là où les courants océaniques sont les plus forts, donc c'est là où elle se brise en premier.
Et donc ça coupe littéralement les villageois de toute une zone, de tout un territoire. Tout le fond du fjord, qui correspond à 30 km encore, n'est plus accessible dès lors que des zones de libre comme ça se forment. Donc vous imaginez bien, pour des chasseurs-pêcheurs, les gars, ils ont leur territoire de chasse qui est drastiquement réduit. Donc là, cette année-là, elle a été praticable début février, et elle a commencé à fondre début avril. Ça fait 2 mois. C'est vraiment pas beaucoup. Alors ça, c'est Hans Christiansen. Il est aussi pêcheur, il a 45 ans. Et donc lui, il a observé un changement dans la taille des glaciers qui sont au fond du fjord. Il y a 2 glaciers, il y en a un qui s'appelle Lille, l'autre qui s'appelle Stor. Et donc, il m'a montré une photo, malheureusement, que je n'ai pas avec moi, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu, où dans les années 70, il allait pêcher avec son père là-bas, et donc on voit dans l'arrière-plan de la photo le glacier, qui est celui-ci maintenant. Donc ça, c'est une photo qui date de 2012. Et en fait, dans sa photo à lui, il y a toute cette zone-là que j'ai entourée d'un cercle noir qui, là, était recouverte de glace. Donc à l'échelle d'une vie, il a observé le retrait d'un glacier. Et Lars Starkelson, qui est instituteur, lui, il a observé un changement plutôt d'ordre biologique. Il y a un petit lac dans le village où il a observé depuis quelques étés qu'il y avait des oies et des oiseaux qu'il ne voyait jamais, qui étaient maintenant là. Donc pareil, il me faisait part de ses inquiétudes concernant ces changements de biodiversité. Donc bien sûr, normalement c'est des changements qui impactent la vie quotidienne. Donc bien sûr, on imagine que ça a un impact pour eux, leur vie au jour le jour, parce qu'ils sont très très connectés à leur environnement. Donc Ben Kordzan, lui, a 23 ans, il est chasseur-pêcheur, et en fait, donc il m'expliquait que cette période de latence entre le moment où la banquise se forme et le moment où elle est suffisamment épaisse pour qu'on puisse la pratiquer, cette période de latence, on ne peut rien faire. Je veux dire, les bouts de glace sont là, donc on ne sort plus les bateaux, mais elle n'est pas suffisamment épaisse pour qu'on puisse marcher dessus et les pratiquer sans passer à travers. Donc, on n'utilise pas les bateaux, on n'utilise pas les chiens, on n'utilise pas les scooters. Donc, la seule voie de communication avec le monde extérieur, c'est la voie des airs, c'est les hélicoptères, et qui coûtent effectivement relativement cher. Donc, vous imaginez bien que ça impacte toute la vie sociale, ça impacte le transport des passagers, l'alimentation, le courrier, tout passe par l'hélicoptère, et lorsqu'il y a tempête, le village est totalement coupé du monde. Donc ça impacte la vie sociale, mais ça impacte aussi la vie économique. Quand on est pêcheur à Ikarasak, et c'est en général ce qui se passe pour tous les jeunes hommes, on arrive au village avec ses caisses de poissons, parfois des centaines de kilos de poissons, on les vend à l'usine de transformation en poissons qui est ici, et à l'usine, donc ils vous les achètent, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent pour transformer le poisson, le fileter, l'empacter et l'envoyer ensuite dans les grandes villes et puis vers l'Europe. Donc ça se passe par voie, j'allais dire, maritime, soit par bateau, soit par la banquise. On n'utilise pas les hélicoptères parce que c'est beaucoup trop lourd pour les hélicoptères. Donc bien sûr, dans ces périodes de latence dont je vous parlais, là, Hans-Peter Markussen me disait que lorsque la banquise ne permet pas d'exporter le stock de poissons, et que le frigo, la chambre froide de l'usine à poissons est pleine, bien l'usine n'achète plus de poissons aux pêcheurs, évidemment, et donc les pêcheurs ne travaillent plus. Donc pour eux, c'est littéralement le chômage technique, ce qui fait que sur des périodes propices comme l'été ou le cœur de l'hiver, ils vont travailler de manière très intensive pour essayer de récupérer le manque à gagner, forcément, parce qu'ils se retrouvent toute une période sans travailler du tout, ce qui crée probablement un stress sur l'environnement. Là, Jens Regonsen, lui, me parle des chiens. Donc je vous disais, chaque famille des Karasak possède une vingtaine de chiens, au minimum. C'est vraiment un animal qui reste très très présent aujourd'hui, mais bon, pour combien de temps encore? Parce que le chien, il faut le nourrir toute l'année, évidemment. C'est pas qu'une machine qu'on oublie dans un coin. Et avec les changements de banquise dont je vous parle depuis le début, les chiens ne sortent plus que restent attachés au piquet 8 à 9 mois par an. Donc ils sortent 2, 3, au mieux 4 mois dans l'année sur la banquise pour travailler. Donc en fait, ça revient trop cher, tout simplement, de garder des chiens qui restent inactifs au piquet parce que la banquise n'est plus propice à leur travail. Donc en fait, on voit de plus en plus des abattages massifs de chiens. C'est plus rentable. Donc en fait, on tend malheureusement dans l'avenir à passer un peu sur le système canadien où on aura des machines qui ne nécessitent aucun entretien pendant l'hiver, enfin pendant la période estivale plutôt, et puis que l'on utilise seulement lorsque la banquise est praticable. Donc en fait, je ne cherche pas ici à victimiser les populations arctiques,
Mais ce que je veux souligner, c'est l'intérêt et l'importance de leurs témoignages dans la compréhension du changement climatique. Ces témoignages sont certes qualitatifs, mais ils nous donnent accès, nous scientifiques, à une échelle de temps, l'échelle d'une vie, à laquelle on n'a pas forcément accès. Je reprends l'exemple de Gambo, donc l'expédition à laquelle j'ai participé en 2012. En 2012, donc, on est arrivé avec toute une batterie d'instruments très sophistiqués. Et c'était la première fois qu'on allait faire des mesures, que des mesures allaient être faites dans le fjord en hiver. Donc on a plein de jolis chiffres, on a plein de jolies courbes, mais qui commencent toutes en 2012. Avant, on n'a rien. Rien du tout. Donc les observations humaines, j'allais dire, et les observations scientifiques sont certes une manière différente de voir un phénomène naturel, quelque chose qui se passe dans la nature, mais elles se complètent et elles s'enrichissent aussi mutuellement. Par exemple, rien que pour la logistique, les gens ont une connaissance accrue de leur environnement, ça vous n'en doutez pas. Et donc nous, on a été leur demander conseil pour savoir où englacer le bateau. Parce qu'une fois englacé, le bateau ne peut plus bouger. Donc il ne s'agit pas de voir un iceberg arriver et de regarder gentiment le bateau couler comme ça. Donc il fallait un endroit qui soit vraiment propice, où on puisse être à l'abri. Donc on leur a demandé conseil. Donc ça, on a gagné énormément de temps et d'argent grâce à leur connaissance. Le fait d'avoir ces témoignages nous permet d'avoir une notion de l'état initial du système, de l'environnement. Nous, on a des chiffres à partir de 2012, mais dans les années 50, on n'a aucune idée. Donc là, on a au moins quelques notions sur à quoi ça devait ressembler il y a 30-40 ans. Donc je voudrais juste terminer en vous diffusant une interview que j'ai faite de Lars Terkelsen, donc l'instituteur avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et donc il résume assez bien cette idée. I think the people in Igarasek are interested in how the climate change have influence for our life, because we are living here and we are in the nature, and we are very close to nature, and because of the global warming and pollution, we are losing our culture things. Greenland want to know about the future. It is very important also for the children to know what's happening with our environment. Many of the scientists just come here to Greenland and get some information, and we don't know about it. It's strange thing, I think, because it's our country and we want to know what's happening in our country. I think we need to each other. The population here in the village and in Greenland have some knowledge about how do we live here, our culture, and the way of living here. And so this way we can understand more each other and help each other. Maybe how do we understand things? Voilà, je vous remercie, puis n'hésitez pas si vous avez des questions.